Bonjour. Bonjour. Monsieur Poncadassac, bonjour. Donc j'ai lu votre livre La maçonnerie avec intérêt. Et je dois dire que c'est un livre qui m'a réellement enthousiasmé. Je peux dire trois choses sur ce livre. Tout d'abord que c'est un livre de combat, pour le combat politique, le combat intellectuel. C'est également un livre d'histoire, parce que vous retracez parfaitement l'histoire de la maçonnerie. Et on peut dire également que c'est un dictionnaire, de par les nombreuses références, les nombreuses explications de toutes les loges, des rites, et de par non plus également toutes les références nombreuses et variées que vous citez. Et ça qui m'a vraiment intéressé, c'est la diversité des sources et également leur nombre qui est quand même assez important. Alors ma première question va être très simple. Pourquoi avoir écrit ce livre? Excellente question. Deux raisons. Premièrement, pour mettre en garde les gens, les catholiques notamment, qui ne connaissent pas ou croient connaître la maçonnerie, parce qu'on leur en dit, par la face présentable de la maçonnerie. Donc il les induit en erreur. Et aussi, peut-être je pourrais même dire surtout, pour les francs-maçons eux-mêmes. Pour ceux qui rentrent en maçonnerie sans savoir exactement dans quoi ils rentrent, puisque vous savez que le secret maçonnique n'est divulgué, soi-disant, la promesse est comme une carotte, que par étapes. Donc on leur fait croire que quand ils franchiront l'étape suivante, ils en connaîtront plus, et que d'étape, de degré en degré, ils arriveront à la connaissance parfaite de la vérité, entre guillemets, maçonnique. Et c'est comme ça que, tout au cours de leur existence, on les promène. On les promène, et tout en leur faisant faire, bien entendu, ce que les hauts degrés de la maçonnerie veulent qu'ils fassent. Et c'est ça toute l'ambiguïté de la tactique maçonnique. C'est présenter une face présentable et une autre qui, elle, est la vraie, la réelle, qui n'est réservée qu'aux princes de la maçonnerie, comme disait Pareck. Alors, monsieur Poncadassac, avec ce livre, la maçonnerie, n'avez-vous pas peur de passer pour un complotiste ou pour un adepte de la théorie du complot? Ça, évidemment, c'est la thèse que les textes maçonniques et judaïques que je donne dans mon livre dérangent. Parce que, bon, je n'invente rien. Je fais en fait un travail chirurgical, ce qui n'est rien d'étonnant vu ma carrière première. Je prends des textes, je les présente et je laisse le soin au lecteur d'en tirer les conclusions. Or, je regrette beaucoup, n'en déplaise à ceux qui nient le complot. Ce sont les maçons eux-mêmes, ce sont les juifs eux-mêmes qui disent ce qu'ils veulent faire. Alors, on peut se boucher les yeux et les oreilles, on peut essayer de tromper les braves gens qui n'y connaissent rien, mais c'est ça la réalité. Est-ce que vous avez déjà été attaqué pour diffamation avec ce livre? Pas du tout. Pas du tout, parce que je n'insulte jamais personne, contrairement à certains de ceux qui nient le complot, justement, que je dérange profondément, qui m'ont attaqué. Je prendrai, pour ne pas le nommer, par exemple, M. Bernard Anthony, qui, dérangé par mes analyses, d'ailleurs le concernant, sur sa propension à défendre systématiquement Israël et les intérêts juifs, il m'a inventé une appartenance à une mouvance islamique et une mère musulmane pour que ça fasse plus réel. Alors c'est pas sérieux ça. Moi je donne des textes des gens dont je dénonce la démarche, eux ne répondent que par des négations. C'est un peu léger. D'accord. Alors première question à proprement parler sur votre livre, on va parler des origines de la maçonnerie. Et en page 7, je lis « Trois protestants sont essentiellement à l'origine officielle de la maçonnerie, Desaguliers, Anderson, Payne ». Est-ce que vous pourriez notamment, pour les plus jeunes et pour les personnes qui sont le moins formées, expliquer en fait ces origines maçonniques? Alors, les origines maçonniques, les maçons eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Et là, je vais tout de même reprendre mon livre, parce que je tiens toujours à être précis dans ce que je dis. Les maçons eux-mêmes, il y a eu une recension, je crois que ça date de 1909, d'un maçon qui a voulu
faire un résumé de toutes les ascendances qu'il croyait être à l'origine de la maçonnerie. Il a consulté une centaine d'ouvrages à peu près, et voilà ce que ça a donné. Donc c'est le maçon, Charles Bernardin, historien maçon. Alors, ascendance affichée, les croisés, les templiers, la Rome antique, la Genèse, l'Égypte, le judaïsme, le déluge, la création du monde. Les bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge, ça évidemment c'est très pratique parce que c'est une couverture rassurante pour les braves gens. Et il faut noter aussi que l'historien anti-maçon Léon de Poncin avait ajouté à ces filiations, et ça c'est beaucoup plus certain en tout cas, les Rose-Croix, occultistes, les stuartistes. Ça, c'est un autre problème, bon, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Les déistes de l'école anglaise de John Toland, protestants et calvinistes, et les occultistes inspirés par la Kabbale juive qui, elle, est la véritable origine prouvée par les textes et judaïques et maçonniques. Alors, pour revenir à votre question sur l'origine dite protestante de la maçonnerie, derrière laquelle certains se réfugient, il faut bien voir que le protestantisme lui-même a une origine judaïque. C'est à tel point qu'au départ, Luther était tout à fait favorable aux Juifs. Là, il faudrait que je retrouve le texte, c'est assez extraordinaire. Et Luther qui commence par être pro-juif et qui finit par sortir des pamphlets, mais qui sentirait le national-socialisme aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs un fait très curieux dans l'histoire, c'est que bien des gens qui commencent sous l'influence du judaïsme, petit à petit s'aperçoivent de ce qu'il est et se retournent contre cette influence première. Mais malheureusement, parfois, le mal est déjà fait. Et on peut tracer le même parallèle avec l'islam. Qui est aussi une création juive. Qui est aussi une création, bien entendu. Et c'est ça d'ailleurs, ça va être le sujet de ma conférence de cet après-midi. C'est tout de même incroyable. Et on nous bassine, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme avec l'islam, ceci, le danger islamique, etc. Mais aucun, bien entendu par la grande presse, mais même dans les milieux dits nationaux, catholiques, voire traditionnalistes, ne rappelle tout de même l'origine judaïque de l'islam. Alors, quand on veut parler d'un sujet, il faut tout de même remonter à ses origines pour comprendre le pourquoi des choses. Et alors là aussi, je voudrais souligner une chose qui crève les yeux, mais apparemment pas tout le monde. Les trois entités qui certaines depuis très longtemps, se sont battues contre la chrétienté, contre la société et les nations, ce sont l'islam, création juive, la maçonnerie, création juive, le communisme, création juive. Ce sont trois entités qui, depuis le début, combattent la société chrétienne. Or, pourquoi est-ce que dans nos milieux, entre guillemets, personne ne fait ce rapprochement? C'est historique, je regrette beaucoup. Alors que ça puisse déplaire, déranger, faire peur, le travail de l'historien, c'est de rappeler les faits. Vous me facilitez ma transition, parce qu'en page 18, je fais un peu comme vous, je cite vos textes, comme ça il n'y a pas de problème. C'est le meilleur moyen. Vous dites, il faut noter que l'hostilité de la maçonnerie envers la religion ne touche que l'Église catholique. Tout à fait. Pourquoi? Si ce n'est parce que l'anticléricalisme maçonnique est issu de la haine anticatholique, du judaïsme et du protestantisme. Donc, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous affirmez que maçonnerie égale anticatholique de par son origine judaïque? Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est le résultat de la paranoïa juive, du refus du Christ comme Messie, parce que ce Messie ne lui apportait pas le pouvoir sur le monde qu'ils attendaient. Et quand je parle de paranoïa, c'est pour la raison très simple, c'est que voyant qu'ils n'auraient pas de Messie conforme à leur désir, ils s'instituent eux-mêmes en tant que peuple juif le Messie des peuples. Et on en aboutit tout naturellement à cette fantasmagorique utopie de la République universelle. Le mondialisme. Et on y est.
on y est avec les Sarkozy, on y est avec les Strauss-Kahn, on y est avec toute cette mouvance appuyée par les États-Unis, qui en fait n'est que le bras armé du mondialisme, et ce qui explique toutes les révolutions, toutes les provocations qui sont faites pour engendrer des guerres, qui doivent permettre à franchir une étape supplémentaire pour le complot mondialiste. Vous savez, quand on prend les faits, quand on réfléchit, quand on les lit les uns après les autres, on voit la séquence. C'est d'une logique, mais implacable. Et c'est ça qui dérange certains. Je le répète, j'ai vraiment apprécié votre livre de par la densité intellectuelle. Je pense que vous avez mis beaucoup de temps pour l'écrire. Tous les chapitres sont vraiment intéressants. Donc si le mot intéressant revient souvent dans ma bouche, c'est pas de la flatterie, mais c'est parce que je le crois vraiment. Alors vous avez un chapitre qui commence en page 35, qui est intitulé « La tactique maçonnique ». Et vous commencez par dire « Il est intéressant de voir comment la maçonnerie s'y est prise, etc. » Pourriez-vous nous expliquer, encore une fois, quelle est cette technique maçonnique, sur quoi repose-t-elle? Alors, il y a plusieurs aspects. D'une part, la maçonnerie s'attaque toujours aux sphères dirigeantes. Et c'est comme ça que, dans l'avant-révolution française, elle s'est attachée à attirer à elle tous les hauts dignitaires de la monarchie. La haute aristocratie, le haut clergé, la grande bourgeoisie, etc., et en lui faisant miroiter les avantages qu'elle pourrait tirer d'un changement de régime en France, en instituant une monarchie de type parlementaire à l'anglaise. Et bon, tout ça, évidemment, a agité les ambitions de toutes ces personnes qui, dans beaucoup d'entre elles, n'avaient pas digéré encore la façon dont Richelieu puis Mazarin avaient écrasé la Fronde. Et on peut dire d'ailleurs que la Révolution dite française est une revanche de ceux qui avaient perdu au moment de la Fronde. C'est une fermentation qui a continué, que Louis XIV n'a pas su maîtriser, contrairement à ce qu'il pensait en attirant la noblesse à la cour. Il n'en a fait que des courtisans qui se sont endettés pour paraître, qui ont appauvri leurs paysans, et c'est ainsi qu'ont été préparées les conditions propice à la révolte populaire dont on nous parle tellement, mais qui en fait n'a été que fabriquée. Alors la tactique, ça repose sur dévoyer les élites, mais ensuite... Voilà, et alors ensuite, le double visage. Parce que quand on prend le texte que j'ai cité, par exemple, de Marie-Antoinette, que vous avez lu, oui, dans lequel elle répond à sa sœur, mais détrompez-vous, il n'y a pas de complot, patati, la maçonnerie, mais c'est très bien, c'est une société de bons vivants, on y boit, on y rit, on y chante, il n'y a pas de complot, patati, patata. Pourquoi cette malheureuse reine qui allait terminer, comme vous le savez, avait-elle cette vision? Parce qu'elle ne voyait que la face présentable de la maçonnerie. Entreprise de bienfaisance, de convivialité entre gens de bonne origine, et patati patata, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui aussi. Toutes les campagnes contre la sclérose en plaques, la mucoviscidose, etc. Ça, c'est la façade. Mais la réalité derrière, il faut aller la chercher dans les textes maçonniques que nous avons. Alors, on pourra me dire, mais monsieur, comment avez-vous trouvé ces textes? C'est très simple. D'abord, il y a une littérature à laquelle on peut accéder quand même. Et puis, à certaines époques de notre histoire, il y a eu des saisies de documents maçonniques. Alors, la première d'entre elles a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle, notamment au sujet des Illuminés de Bavière, qui est une des branches de la maçonnerie, créée par le juif et franc-maçon Adam Weishaupt. Et il s'est trouvé que le hasard fait que un de ces affidés est foudroyé par la foudre lors d'un voyage pour transmettre des ordres, et on trouve sur lui toute une documentation. Et c'est la police du grand électeur de Bavière, à l'époque, qui saisit ces documents, et c'est sur cette documentation que l'abbé Augustin Baruel, jésuite, allait écrire son livre fondamental qui s'appelle « Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme ». Livre qui d'ailleurs est la bête noire de tous ceux qui fondamental, celui-là. Fondamental, qui nie le complot,
Et il suffit de lire ce qu'ont écrit un certain nombre de personnes. Je reviendrai encore sur Bernard Anthony, qui apparemment, dans le milieu, est celui qui est le plus en flèche pour nier justement les origines juives qu'analyse de la maçonnerie et la notion de complot. Il y a aussi les Daniel Anish. On en parlera après, parce qu'il y a un chapitre en fin de livre. Exactement, tout à fait. Vous avez une expression qui est intéressante pour illustrer la tactique maçonnique, c'est cette fameuse trilogie. Est-ce que vous pouvez nous dire... C'est une chose, quand on étudie un petit peu l'histoire, que l'on voit comment des structures qui au départ qui réagissent au complot, petit à petit finissent par ne plus en parler, ne plus le dénoncer, et finissent par ne plus rien dire. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la technique maçonnique qui est répétitive, comme on dit, une équipe qui gagne, on ne la change pas, une tactique qui gagne, on ne la change pas. La technique est très simple, elle résume en 3 points, si je puis dire. Infiltration, neutralisation, déviation. Et vous prenez toutes les structures que l'on a connues depuis la Révolution en France, avant l'avant-révolution, ils ont pénétré l'aristocratie, la haute aristocratie, la haute bourgeoisie et le haut clergé. Puis ensuite, tous les partis qui ont pu émerger, ou des journaux qui ont pu émerger, prenons l'exemple de la Croix par exemple. Comment en 1909, la revue maçonnique L'Acacia décrit comment ils ont s'emparé de la Croix, qui à l'époque était un journal catholique qui défendait les valeurs fondamentales de la religion catholique, et ils expliquent, nous allons prendre le pouvoir en achetant les parts, avec l'aide du gouvernement, des Juifs et du gouvernement. C'est clair et net. Alors, il n'y a pas de complot. Il ne faut pas se moquer du monde. Ils le disent eux-mêmes. Ils l'annoncent eux-mêmes. Alors, ceux qui nient le complot, ou bien sont des idiots utiles, et Dieu sait si on en a connu dans l'histoire, et c'est pas terminé, on en a plein chez nous actuellement, ou bien c'est qu'ils font partie du complot. Donc la trilogie, infiltration, neutralisation, déviation. D'accord. Alors justement, au niveau des idiots utiles, comment expliquez-vous, malgré la production littéraire certaine des gens de gens sérieux, votre père, vous-même, Léon de Poncin, Augustin Baruel, Monseigneur Join, comment vous expliquez en fait cette naïveté, alors qu'il y a quand même des documents, alors que ceux d'en face n'en présentent jamais? Il n'est pas facile d'analyser les sentiments des gens, le pourquoi de leur attitude. On ne peut se baser que sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils écrivent. Le pourquoi de ce qu'ils font, ça c'est une autre histoire. D'abord, on n'a pas le droit de juger les intentions. Ils peuvent se tromper de bonne foi. Tout ce que l'historien peut faire de sérieux et d'honnête, c'est de donner les textes de ceux qu'il dénonce. Et puis chacun juge comme il veut. C'est sa liberté. C'est tout. Alors, que l'adversaire fasse ce qu'il fait, je ne lui reproche pas. Il est dans son rôle. Par contre, je reproche à certains qui, sous couvert d'une étiquette catholique, veulent nous faire faire une politique qui ne l'est pas. Traditionnaliste même. Même traditionnaliste, tout à fait. Il faut voir, hélas, voir comment justement la fraternité Saint-Pédis, par exemple, Saint-Pierre c'est la même chose, se sont fait progressivement neutraliser. Où est l'époque où Monseigneur Lefebvre invitait Bernard Faye et mon père pour expliquer à ces séminaristes et à ces jeunes prêtres quels étaient les dangers de la maçonnerie. C'est terminé maintenant. Alors, neutralisation, infiltration, neutralisation, déviation. Déviation.